Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Aujourd'hui, 1er septembre, une partie du globe terrestre dans l'Afrique connaît une éclipse solaire. Que peut-on comprendre de ce phénomène? La réponse dans ce journal. En page culture de cette édition, il est désormais possible d'éduquer par le cinéma. C'est la nouvelle mission que s'est assignée une catégorie de cinéastes béninois. Et puis en page internationale, au lendemain de la proclamation des résultats qui ont donné élu Ali Bongo Ondimba, le Gabon connaît une vague de violences et de manifestations diverses. Nous y revenons dans ce 13h. Voilà pour l'essentiel de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous et merci de préférer Eden TV pour suivre l'actualité. Ce jour, 1er septembre, une partie du globe terrestre dont le Bénin connaît une éclipse solaire, un phénomène astronomique lié au mouvement de certains astres comme le Soleil, la Lune et la Terre. Que peut-on comprendre de ce phénomène et tout ce qui en résulte? La réponse dans ce reportage signé de Corneille Haïssé et Romaric Devauchy. Le soleil disparaît soudainement, le ciel s'obscurcit, l'ombre apparaît en plein jour. C'est le phénomène astrologique visible ce 1er septembre sur une bonne partie du globe terrestre. Il s'agit d'une éclipse solaire. L'éclipse solaire, c'est en fait l'alignement du soleil, de la lune et de la terre dans un même axe. Alors, lorsque les trois là s'alignent, comme la terre tourne autour du soleil, et la lune autour de la terre. Donc il arrive que les trois là s'alignent dans le même axe. Là, l'ombre de la lune est projetée sur la terre. Et là, ça empêche ceux qui sont sur la terre en cet endroit-là de voir. Il y a obscurité, et ça qui est éclipse solaire. Donc on voit que la lune passe dans l'axe du soleil. Ce phénomène rare, effrayant pour certains, objet de curiosité pour d'autres, sera visible à partir du milieu de l'océan Atlantique jusqu'à l'océan Indien en traversant une bonne partie de l'Afrique. À partir d'ici, l'axe est là, mais vous voyez que ça englobe, l'ombre englobe tout le Bénin. Vous voyez, tous ces pays-là sont englobés, là où vous avez vu l'ombre là, et ça descend. Alors ça veut dire quoi? L'éclipse ne sera pas total en fait, il y aura une petite portion de lumière que nous allons avoir. Ce ne sera pas comme les autres années où il a fait nuit totalement. Ce phénomène qui suscite beaucoup de curiosité ne peut être observé à l'œil nu. L'utilisation des lunettes spécifiques appelées lunettes d'éclipse est exigée, sinon on s'expose à des troubles oculaires. En 2013, on a eu l'éclipse et on a acheté des lunettes pour observer. Ces lunettes ne doivent pas être utilisées pour 2016. Je le dis parce qu'il se peut que dans la conservation, qu'il y ait des égratignures. L'œil ne peut pas vraiment voir. Donc, pour éviter ça, acheter d'autres lunettes à la pharmacie. Il ne faudrait pas utiliser les mêmes lunettes. Il faut changer, il faut aller acheter d'autres lunettes pour cette année. À chaque éclipse, il faut changer de lunettes en fait, pour éviter que la rétine soit brûlée. Lorsque vous regardez directement l'éclipse solaire, ça brûle votre rétine. Donc vous serez aveugle après. Ce type d'éclipse solaire annulaire est la 12e du 21e siècle et s'observe chaque fois lorsque la Terre, la Lune et le Soleil se retrouvent alignés sur un même astre. Ouvrons maintenant le chapitre culture de ce journal. Ils sont plusieurs cinéastes béninois à investir les villes et villages du Bénin. Ils se proposent d'offrir du cinéma aux populations à travers les différentes projections. Ils comptent corriger, au détour du 7e art, les comportements indécents et autres maux qui rongent la société. Reportage. Le cinéma procure des sensations fortes, de la bonne humeur, éduque et sensibilise les citoyens. Quoique peu développé, le cinéma béninois s'inscrit dans cette dynamique de sensibilisation et de transmission des valeurs et vertus. Pour ceux qui ont été à l'école du cinéma, ils doivent savoir que l'une des fonctions essentielles du 7e art, c'est la fonction didactique. Donc, quand on dit la fonction didactique, c'est l'enseignement, vous comprenez. Donc, c'est clair que lorsqu'on regarde des images passées et qu'on écoute du son, on en tire forcément quelque chose. Et si vous n'avez pas été à l'école d'une affaire, d'une chose, et vous regardez un film sur cette chose-là, c'est sûr que vous êtes sensibilisé à la chose. Le cinéma est l'art par excellence qui éduque, à côté du théâtre bien évidemment.
le cinéma béninois n'est pas développé. Les salles sont fermées et les gens ne vont plus voir du cinéma même si vous sortez ça en salle. Donc ça a été un challenge pour moi en tant que cinéaste de me dire comment donc je peux sortir un film et les gens ne vont pas voir. Vendre les CD dans la rue n'est pas le premier moyen de rentabiliser son film. Ça c'est clair. Si ce n'est que ça, on ne peut pas continuer à faire des films. Vous savez, le film est cher. Alors il était important pour moi de sensibiliser les gens à retourner en salle. Et pour les sensibiliser, il faut commencer d'abord à leur donner, comme à l'école primaire, à donner à la population ce que la population doit consommer. Pour ce faire, il convient de ramener le cinéma dans la cité. Encore mieux, de proposer le cinéma aux Béninois dans les différentes contrées du Bénin. L'objectif n'est pas la vulgarisation du cinéma, mais plutôt l'éducation des mœurs, la promotion des principes éthiques et civiques. Il y a plein d'éducation à donner. La corruption est là, l'impolitesse existe, la pauvreté est là. Et tous ces mots, M-A-U-X, influencent négativement le développement de notre nation. Et il faut forcément sensibiliser les gens. Et le média qui réunit plus de monde, c'est le cinéma, à part la télévision. Mais tout le monde n'a pas la télévision. Imaginez-vous que nous allons dans les localités où il n'y a même pas le courant. C'est-à-dire il n'y a même pas de télévision. Et nous installons notre groupe électrogène, nous installons notre écran et les gens viennent à l'espace d'une soirée regarder un film. Même si c'est en français, les gens comprennent. Et on a eu une énorme satisfaction lorsqu'à la fin de la projection, les gens commencent à nous dire « mais revenez, vous revenez quand ?» Ainsi, pendant 2 semaines, le cinéma béninois viendra-t-il en renfort à l'école, aux formations, aux séances de sensibilisation pour dénoncer les maux tels le trafic des enfants et le mariage forcé. Dans un tout autre chapitre maintenant, le gouvernement béninois a décidé lors du Conseil des ministres du 27 juillet 2016 de faire une demande de restitution du patrimoine dahoméen pillé pendant la période coloniale. Un patrimoine composé de plusieurs objets qui se trouvent aujourd'hui dans les collections nationales de certains pays, notamment la France. Cette décision a conduit récemment au Bénin le président du Conseil représentatif des associations noires de France qui a discuté avec les autorités béninoises des voies et moyens pour parvenir à cette restitution. À ce propos, notre rédaction s'est rapprochée de quelques experts de l'art du Bénin pour en savoir davantage sur les moyens, sur les objets d'abord visés et la faisabilité de cette restitution, de leur conservation au Bénin. C'est un reportage signé de Fréjus Séoulan, Romaric Devauchy et Cyril Agbou. Une décision et une volonté politique longuement attendue par ceux qui s'intéressent aux questions du patrimoine béninois, la demande de restitution des biens patrimoniaux du Dahomey pillés par la France lors de la conquête coloniale. Et c'est le gouvernement de Patrice Talon qui a exprimé ce désir de reconstitution de l'histoire du Bénin. Joseph Adandé, ancien professeur invité au Musée de l'Homme en France de 1989 à 1991, parle des œuvres concernées. Le musée d'ethnographie du Trocadéro, puis le musée de l'Homme, avaient dans leur réserve même la terre d'Abomey, les œuvres de cour, les trônes, les sièges, les parasols, les éventails, les porte-pipes, les botios, etc., etc. Les botios, la collection de botios qui se trouve au musée de l'Homme est impressionnante. Elle a été collectée par Merlot. Le Bénin qui s'est inscrit depuis le 27 juillet 2016 dans le registre des rares pays colonisés a demandé le rapatriement de son patrimoine culturel. Pourra-t-il aisément obtenir satisfaction? La France doit restituer. C'est un patrimoine qui a été mal acquis. Donc je pense que la France est prête à faire cette introspection et à réfléchir sur la légitimité des choses. Désigner par exemple une commission française de 35 experts à peu près, me semble-t-il, qui peuvent déclasser un objet entré dans le patrimoine français. Et donc lorsque l'objet est déclassé, il peut être restitué. Je pense qu'il y a cette possibilité-là. Mais il y a également des lois spéciales. Dans le cas par exemple de l'avenue Sotantout, c'était une loi spéciale qui a été prise pour pouvoir restituer donc les restes de statue Batman à l'Afrique du Sud. Au sein même des universitaires et intellectuels français, il y en a quelques-uns qui étaient favorables depuis plus de 20 ans, depuis les années 90, à une telle action.
Depuis le renouveau démocratique au Bénin, en effet, des tentatives de restituer au Bénin certains de ses biens patrimoniaux n'ont pas manqué. En 2006, c'est l'État béninois et l'État français qui avaient décidé de faire revenir les collections dahoméennes dans le patrimoine français au Bénin. La Fondation a été le partenaire technique et c'est la Fondation qui a organisé et qui a financé intégralement l'exposition. Il y a 250 000 personnes qui sont venues les voir. Les trônes des rois, les récades. À ce moment-là, le Quai Branly a parlé de prêt à long terme, en disant est-ce que ces objets, est-ce que vous voulez les garder pour 30 ans? Est-ce que vous voulez qu'on réfléchisse à ça et qu'on mette ça en place? Et le Bénin n'a pas donné suite. Le professeur Guillard avait déjà proposé à notre pays de récupérer un des trônes. Je pense qu'il voulait céder celui de Glélé, justement. J'ai pris conseil à l'époque parce que c'est à moi qu'il avait été demandé de voir la faisabilité de la chose. Nos musées, ils ne semblaient pas prêts à recevoir une telle pièce. Et aujourd'hui encore, la situation n'a pas changé. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y ait un musée capable d'accueillir tout ça. Mais le musée d'Abomey peut déjà en recevoir une bonne partie. Quant à la Fondation Zinsou, qui travaille depuis 11 ans sur le partage de la culture au Bénin, même si elle estime que la conservation des biens patrimoniaux relève de la responsabilité de l'État, elle reste disponible si on la sollicite. Donc naturellement, la Fondation se mettra à disposition du gouvernement si besoin est. Suite à cette demande de rapatriement des biens patrimoniaux qui implique leur conservation, protection et partage, c'est à un renouvellement de l'institution muséale du Bénin que veut s'atteler le gouvernement de Patrice Talon. L'actualité se poursuit sur le continent africain maintenant. Ali Bongo Ondimba est réélu président de la République du Gabon pour un second mandat avec 49,80% des voix contre 48,23% pour son rival Jean Ping selon le ministère de l'Intérieur. Le taux de participation s'élève donc à 59,46%. L'opposition conteste déjà le score de l'élection et des heurts ont lieu en ce moment dans certains quartiers de Libreville. Les manifestants ont donc mis feu à l'Assemblée nationale, point culminant des émeutes qui ont éclaté à Libreville dès l'annonce de la réélection du président Ali Bongo Ondimba par la commission électorale. Suivez le témoignage d'un citoyen gabonais. On ne pourra plus vivre 7 ans encore avec lui, il y a trop de merde. Il y a trop de merde. On est décidé, dès qu'on m'extrême plomb et tout ça, moi demain je suis sur le terrain encore. Quasiment absent dans la région, nous sommes déjà sur le continent européen, plus précisément en Allemagne, quasiment absent dans la région, mais omniprésent dans les esprits. Les réfugiés sont au cœur de la campagne électorale dans le Mecklenburg-Vorpommern, voilà j'y arrive, land allemand au bord de la Baltique. Si les sociodémocrates sont en tête dans les sondages, eh bien le parti de droite populiste AfD talonne la CDU, parti de la chancelière avec 21% des voix. Reportage. Il y a trop de réfugiés en Allemagne, c'est le slogan du parti de la droite populiste AfD qui s'est lancé de toutes ses forces dans la campagne électorale du Mecklembourg-Vorpommern, quitte à prendre quelques libertés avec les chiffres. Cette année, on attend 700 000 réfugiés. C'est trop, cher CDU. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Les autorités ont pourtant annoncé attendre au maximum 300 000 réfugiés cette année. Et on en croise bien peu dans cette région côtière et agricole de l'Allemagne. 25 000 réfugiés sont arrivés l'année dernière, mais ils sont déjà presque tous repartis dans d'autres Länder. La question migratoire suscite malgré tout la crainte des sympathisants du parti. Il faut faire quelque chose en Allemagne. On ne peut pas continuer comme ça. Et cette campagne électorale porte ses fruits. Le parti populiste et la CDU, parti d'Angela Merkel, se battent pour la deuxième place. La chancelière allemande, principale cible des critiques de l'AfD pour avoir ouvert les frontières il y a un an, reste discrète et ne participe qu'à quelques rendez-vous confidentiels dans la région. C'est pourtant dans le Mecklembourg-Vorpommern qu'elle possède son siège de députée. Angela Merkel est très estimée comme politicienne. Les gens reconnaissent son action pour le développement économique des dernières années. Mais la problématique des réfugiés lui a fait de l'ombre. À un an des législatives en Allemagne, ce scrutin risque de mettre un peu plus à mal une Angela Merkel déjà en baisse de popularité et à la droite populiste de consolider ses bases.
États-Unis maintenant, victime des bombardements américains pendant la guerre de Vietnam, le Laos est aujourd'hui le pays le plus pollué du monde par les bombes à sous-munitions. À quelques jours d'une visite de Barack Obama, les bombes font encore des victimes chaque jour à Laos. Reportage. Au cœur des montagnes de Xieng Quang, l'une des régions les plus isolées du Laos, une clinique itinérante pour patients particuliers. Cet homme faisait un feu dans son jardin et une bombe à sous-munitions enterrée pas loin de là a explosé. C'est comme ça qu'il a perdu son bras. Donc là, on va lui fournir une prothèse. Ici, pas d'ordonnance ni de médicaments, mais des moulages réalisés pour fabriquer des prothèses sur mesure. Cette campagne de clinique mobile a été mise en place par une ONG laotienne en partenariat avec le ministère de la Santé. Objectif, amener des services médicaux spécialisés auprès d'une population particulièrement vulnérable. Ici au Laos et en particulier dans notre région à Xieng Quang, il y a beaucoup de personnes amputées car la zone a été massivement bombardée par les Américains pendant la guerre. Il y a encore beaucoup de bombes à sous-munitions cachées dans le sol et elles provoquent chaque jour de nouveaux accidents. Victime des bombardements américains pendant la guerre du Vietnam, le Laos est aujourd'hui le pays le plus pollué au monde par les bombes à sous-munitions. Depuis la fin de la guerre, elles y ont tué ou blessé plus de 20 000 personnes. Touché par une explosion à l'âge de 8 ans, Toumi a créé une ONG qui aide les rescapés à vivre avec cet héritage douloureux. Rien que sur l'année 2015, notre organisation a rencontré 46 personnes qui ont été blessées par une bombe dans le passé et qui n'ont jamais reçu aucune aide. Ces gens ont besoin d'un suivi et d'une assistance sur le long terme. Dans quelques jours, Barack Obama sera le premier président des États-Unis à se rendre au Laos. Il doit y annoncer une augmentation de la part de l'aide américaine. En 2015, sur les 35 millions de dollars dédiés au secteur, moins de 6% étaient consacrés à l'assistance aux victimes. En attendant la visite de Barack Obama à Laos, rendons-nous maintenant en Indonésie. Dans un refuge de ce pays, des singes passés près de la mort réapprennent à vivre dans leur environnement naturel où ces grands singes d'Asie n'ont jamais été aussi menacés. Reportage. Budi et Joss sont sur le chemin de l'école des orang-outans. Dans ce refuge de l'île indonésienne de Bornéo, ces orphelins apprennent à vivre avec leurs semblables, se défendre et se nourrir. Un apprentissage indispensable avant d'être rendu à la jungle où ces grands singes d'Asie n'ont jamais été aussi menacés. Les orang-outans arrivent ici dans toutes sortes d'états, allant des blessures par balle à la malnutrition. Victimes du braconnage et de la déforestation, il ne reste qu'un peu plus de 100 000 orang-outans à Bornéo, soit 3 fois moins que dans les années 70. En juillet, l'Union internationale pour la conservation de la nature a déclaré l'espèce en danger critique. Il y a un véritable risque que l'orang-outan de Bornéo disparaisse, d'abord dans la nature en tant qu'espèce fonctionnelle et en tant que membre de l'écosystème d'ici quelques dizaines d'années. C'est vraiment inquiétant. La plus grande menace pour ces singes, le défrichage pour planter des palmiers à huile ou faire de la pâte à papier. L'an passé, plus de 2,5 millions d'hectares de forêt tropicale sont partis en fumée. En ce qui concerne la réintroduction, le plus grand problème pour nous consiste à trouver un habitat sûr dans lequel relâcher ces orang-outans. Le gouvernement indonésien promet des mesures contre ces incendies délibérés, notamment en imposant de lourdes amendes aux grandes entreprises impliquées. On ne peut pas se permettre de laisser ces zones protégées sans surveillance. Tout terrain, avec un tel potentiel de conservation, doit être surveillé de très près. Les primates du refuge de Bornéo ne seront relâchés qu'une fois capables de se nourrir seuls et d'éviter les prédateurs. Une lutte pour la survie qui ne fait que commencer dans une jungle qui ne cesse de rétrécir. Et c'est tout pour ce point de l'actualité sur Eden TV. Merci de l'avoir suivi et suivez aussi l'actualité sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et notre site internet www.benin-eden.tv. Bon appétit.